450 millions de dollars refusés, un chiffre qui claque, et une bifurcation nette. Au Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, l'État a tourné le dos à une aide américaine assortie de clauses jugées contraignantes pour les semences et la chaîne agricole. Pourquoi un pays vulnérable renonce-t-il à une manne de cette ampleur? Et que dit ce geste de sa définition de la souveraineté? Si ce refus controversé redessinait les priorités nationales en plaçant dignité et libre choix au-dessus de la dépendance, que faudrait-il en attendre dès maintenant? Le refus d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement un geste politique, c'est une déclaration d'indépendance. En rejetant les 450 millions de dollars proposés par Washington, le Burkina Faso a choisi une voie incertaine mais cohérente. Produire pour vivre libre. Le pari est risqué. Sans cette aide, le pays doit trouver seul les moyens de financer la transition agricole, moderniser les outils et soutenir les paysans. Mais le bénéfice, à terme, est immense. Préserver la maîtrise de ses semences, de ses sols et de ses décisions économiques. Dans un monde où l'aide conditionnée agit souvent comme une laisse invisible, Traoré replace la dignité au cœur de la stratégie nationale. Cette décision, qui pourrait sembler suicidaire à court terme, redéfinit la hiérarchie des valeurs en Afrique de l'Ouest. Mieux vaut la souveraineté imparfaite que la prospérité sous tutelle. Alors, comment un pays enclavé, exposé à la sécheresse et aux pressions extérieures, compte-t-il concrètement tenir tête à l'ordre établi? C'est là que commence la véritable épreuve du modèle burkinabé. Tout a commencé par un document de 126 pages. C'est en découvrant les clauses de cet accord agricole que Ibrahim Traoré a stoppé net les négociations avec Washington. La troisième clause imposait l'importation de semences génétiquement modifiées, contrôlées par des entreprises américaines, ainsi qu'un monopole sur les engrais et la logistique. Ce n'était plus une aide, c'était une tutelle. Le chef d'État burkinabé y a vu une menace directe à la souveraineté nationale, et surtout une atteinte au principe de la souveraineté alimentaire, qu'il considère indissociable de l'indépendance politique. Dans les jours qui ont suivi, le refus de ces 450 millions de dollars a provoqué une onde de choc. Les chancelleries occidentales ont exprimé leur déception tandis que les médias parlaient de isolement volontaire. À Ouagadougou, la population s'est divisée. D'un côté, ceux qui saluaient un acte héroïque, de l'autre, ceux qui redoutaient pénurie, inflation et rupture diplomatique. Mais Ibrahim Traoré ne reculait pas. Selon lui, ce n'était pas une question de confort, mais de justice. Un pays qui dépend des autres pour se nourrir ne sera jamais vraiment libre. Très vite, les conséquences pratiques se sont fait sentir. Les partenaires européens ont gelé plusieurs programmes agricoles. Les marchés, eux, ont réagi avec méfiance. Pourtant, dans les campagnes, un vent nouveau s'est levé. Des coopératives paysannes ont commencé à s'organiser, échangeant des semences locales, adaptant les méthodes de culture au climat du Sahel. Ce qui semblait être un repli est devenu un appel à la mobilisation nationale. La souveraineté alimentaire, jusque-là concept théorique, prenait soudain racine dans la terre burkinabé. Le mini-révélateur, c'est ce moment précis, la rupture d'un contrat qui liait l'avenir d'un peuple à des conditions extérieures. Et de cette cassure est née une certitude. Le Burkina Faso devait désormais tracer sa propre route, coûte que coûte. Dans les semaines qui ont suivi le refus d'aide, Ibrahim Traoré n'est pas resté seul sur le front. Deux figures ont rapidement émergé pour traduire sur le terrain cette vision de souveraineté, les agriculteurs locaux et les coopératives rurales. À Koudougou, Mariam, une paysanne de 38 ans, a réuni une dizaine de familles pour échanger des semences traditionnelles et relancer les cultures adaptées au climat sec. À Dédougou, un ancien fonctionnaire reconverti en formateur agricole a ouvert un centre d'apprentissage où les jeunes apprennent à cultiver sans dépendre. Ces récits, modestes en apparence, incarnent la transformation silencieuse voulue par Traoré. Le changement n'est pas né dans les ministères, mais dans les champs. Les premiers mois ont été marqués par la méfiance. Certains redoutaient une flambée des prix et un effondrement de la production. Pourtant, dans les villages, la parole du président trouvait un écho inattendu. Le refus des 450 millions de dollars s'est peu à peu transformé en symbole de fierté. Mieux valait affronter la sécheresse avec ses propres moyens que dépendre d'engrais importés. Au-delà des chiffres, un nouveau lien social s'est tissé. Les paysans se parlaient, partageaient leurs outils, leurs récoltes, leurs doutes.
Le mouvement gagnait en force parce qu'il reposait sur une promesse simple, reprendre le contrôle de son destin. Sous la houe et la poussière, une révolution silencieuse prenait forme. Et c'est là que le pari de Ibrahim Traoré commençait à prendre tout son sens. Tout s'est accéléré à partir du printemps. La décision de Ibrahim Traoré a cessé d'être un simple refus, elle est devenue un moteur d'action. Dans tout le pays, les ministères ont été réorganisés pour soutenir la souveraineté alimentaire. Le gouvernement a débloqué des fonds d'urgence pour créer des pépinières locales, réhabiliter les terres arides et distribuer des semences endogènes aux coopératives. Les premières semaines furent tendues. Les partenaires étrangers ont suspendu plusieurs programmes de développement. Les organisations internationales ont mis en garde contre le risque de famine. Pourtant, Traoré ne cédait pas. Chaque discours réaffirmait la même conviction. L'indépendance n'a pas de prix. Les caméras du monde filmaient un pays qui, loin de s'effondrer, s'organisait autrement. Le point culminant survint quand les premières récoltes pilotes furent annoncées. Dans certaines zones rurales, la production avait augmenté de 12%, grâce à l'usage de semences locales et à des méthodes de conservation de l'humidité adaptées au Sahel. Le chiffre restait modeste, mais symboliquement, il valait plus qu'une aide extérieure. Il prouvait que l'autonomie pouvait produire des résultats concrets. Ce moment de succès a déclenché une nouvelle dynamique. Des milliers de jeunes, souvent tentés par l'exil, ont rejoint les coopératives. Près de 40 000 nouveaux agriculteurs se sont inscrits, dont une majorité de femmes. Dans les campagnes, on parlait de renaissance verte. Les marchés locaux s'animaient, les produits burkinabés retrouvaient leur place sur les étals et la dépendance aux importations reculait de 18%. Mais le sommet de cette trajectoire fut aussi suivi d'une onde de déchirure. Les grandes puissances, inquiètes de l'exemple donné, ont réduit leur coopération diplomatique. Les institutions financières internationales ont commencé à poser des conditions plus dures aux presses futures. Pour Traoré, la victoire agricole s'accompagnait d'un isolement politique croissant. Cependant, il s'y préparait. Selon lui, chaque pas vers l'autonomie comportait un coût. Et ce coût, il fallait l'assumer. Ce fut la phase de déchéance apparente où les critiques se multipliaient. Les journaux occidentaux titraient sur le pari fou du Sahel. Mais à Ouagadougou, les slogans fleurissaient « Nous nourrissons ce que nous sommes ». Ce contraste illustrait tout le paradoxe du projet. Être affaibli à court terme pour mieux se relever à long terme. Et tandis que les champs recommençaient à verdir, la conviction grandissait. Le refus des 450 millions de dollars n'était pas une rupture, mais un acte fondateur. Un tournant historique où un peuple décidait de réapprendre à se nourrir de sa propre terre, sous l'impulsion d'un homme convaincu que la dignité précède la subsistance. Pour évaluer le pari d'Ibrahim Traoré, il fallait dépasser les discours et regarder les chiffres. Le premier indicateur marquant fut la hausse de 12% de la production locale dans les zones pilotes. Ce résultat, obtenu en moins d'un an, démontrait que les semences traditionnelles pouvaient rivaliser avec les variétés importées lorsqu'elles étaient soutenues par des pratiques adaptées au climat du Sahel. Cette progression, bien que partielle, signalait une tendance encourageante. La résilience paysanne compensait l'absence de financement extérieur. Le second repère fut la réduction de 18% des importations alimentaires, moins de cargaisons de riz et de maïs étrangers, plus de produits issus des cultures locales. Ce chiffre témoignait d'un rééquilibrage progressif du commerce intérieur. Chaque pourcentage gagné renforçait la sécurité alimentaire et la confiance du pays dans ses propres ressources. En parallèle, la création de 12 pépinières dans les régions les plus vulnérables permit de relancer la production de semences résistantes à la sécheresse. Ces structures, financées par l'État, employaient parfois près de 600 techniciens et fournissaient déjà plus de 200 000 hectares de cultures réhabilitées. Le troisième indicateur concernait la mobilisation sociale. Plus de 40 000 agriculteurs, dont 60% de femmes, participaient activement aux coopératives créées depuis le refus de l'aide. Ces chiffres n'étaient pas seulement économiques, ils traduisaient une recomposition sociale. Chaque village impliqué dans le programme devenait un centre d'expérimentation et d'échange où l'on mesurait, comparait, comptait. L'économie informelle, jadis dépendante des produits importés, trouvait une nouvelle dynamique grâce à la valorisation des circuits courts. Mais ces résultats
restait fragile. Le rendement moyen par hectare demeurait inférieur de 22% aux standards régionaux, et certaines zones, frappées par la sécheresse, affichaient des pertes importantes. Le gouvernement dut redoubler d'efforts pour compenser ces écarts, en lançant des programmes de formation accélérés pour les agriculteurs. Des sessions de vulgarisation expliquaient comment enrichir les sols sans recours massif aux engrais importés, comment stocker les récoltes et réduire les pertes post-récolte. Les techniciens appelaient cela le delta Traoré, la différence entre ce que le pays pouvait produire par lui-même et ce qu'il acceptait de perdre pour rester libre. Sur le plan macroéconomique, l'effet du refus des 450 millions de dollars commençait à se stabiliser. La balance commerciale se rééquilibrait légèrement, les réserves de devises restaient sous tension, mais la dette extérieure n'augmentait plus. Dans un contexte mondial marqué par la dépendance, cet équilibre fragile valait déjà comme une victoire. En un an, la souveraineté alimentaire cessait d'être une idée abstraite pour devenir une politique mesurable. Et derrière ces statistiques, un message clair. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement défié le modèle économique dominant, il avait créé un précédent que tout le Sahel observait avec attention. Les critiques du modèle Traoré ne manquaient pas. Selon eux, refuser 450 millions de dollars d'aide étrangère revenait à condamner le Burkina Faso à la stagnation économique. Les experts occidentaux insistaient, sans capitaux extérieurs, pas de modernisation, pas d'infrastructures, pas de technologies agricoles avancées. Certains économistes africains partageaient cette inquiétude, évoquant un risque d'isolement durable et une possible dépendance interne aux élites locales. Mais les partisans de Ibrahim Traoré répondaient à chiffres à l'appui. Ils rappelaient que, malgré les prévisions alarmistes, la production alimentaire avait augmenté de 12%, que 40 000 nouveaux agriculteurs s'étaient formés et que les importations avaient baissé de 18%. Ces données prouvaient, disait-il, qu'une autre trajectoire était possible. L'argument central de Traoré tenait en une phrase : l'aide internationale crée plus de dépendance qu'elle ne libère. Les opposants ripostaient : la technologie moderne est indispensable. Sans semences améliorées ni engrais chimiques, comment espérer nourrir 22 millions d'habitants ? Le chef d'État rétorquait que la modernisation n'est pas incompatible avec l'autonomie, à condition qu'elle serve les paysans avant les multinationales. Son objectif n'était pas de rejeter le progrès, mais de le réorienter. Selon lui, une nation qui maîtrise ses semences, ses sols et son savoir-faire détient un pouvoir qu'aucune aide financière ne peut acheter. Le débat devint philosophique. Entre efficacité économique et souveraineté morale, que faut-il choisir ? Les premiers voyaient un calcul froid, les seconds un acte de foi. Et c'est précisément ce qui fit de Traoré un symbole. Il osa opposer à la rationalité du marché la logique de la dignité. Un choix déroutant pour beaucoup, mais fondateur pour un continent qui cherche encore sa voie entre dépendance et liberté. Un pays peut se relever sans tutelle. Cette phrase, lancée par Ibrahim Traoré au milieu d'un discours enflammé, marqua le point de bascule. En quelques mots, il cristallisait la philosophie de son projet. Transformer un acte de refus en modèle d'émancipation. À ce moment du récit, le Burkina Faso n'était plus seulement observé, il inspirait. Sur le terrain, les signes du tournant se multipliaient. Des délégations venues du Mali et du Niger visitaient les coopératives locales. Des chercheurs africains échangeaient sur la création d'un réseau de semences régionales. Le vent du Sahel semblait transporter une nouvelle idée, celle d'une Afrique capable de nourrir son peuple sans permission extérieure. Mais ce changement d'échelle apportait aussi ses tensions. Les grandes puissances redoublaient de prudence, craignant la contagion du modèle burkinabé. Et à l'intérieur du pays, la question cruciale demeurait : comment transformer cet élan symbolique en système durable ? Le point médian n'était pas la victoire, mais la ligne de crête entre foi et fatigue. C'est ici que le rêve de souveraineté devait prouver qu'il pouvait survivre à sa propre ferveur. Les effets du choix radical d'Ibrahim Traoré se sont fait sentir sur 4 fronts : l'État, les entreprises, les citoyens et la région. En premier lieu, l'État et la gouvernance. Le gouvernement burkinabé a réorienté près de 15% de son budget vers l'agriculture. Des fonds destinés auparavant à la dette extérieure ont été réaffectés à la formation, à la logistique rurale et aux infrastructures locales. Cette réallocation a permis la construction de 12 entrepôts régionaux pour le stockage des récoltes
et la distribution directe au marché communautaire. Sur le plan diplomatique, le pays a perdu certaines aides bilatérales, mais a gagné en crédibilité auprès de ses voisins africains. Le courage politique devenait un argument moral. Par la suite, les entreprises et le tissu économique. Les petites unités de transformation alimentaire se sont multipliées, les meuneries, les huileries et les ateliers de conditionnement ont recruté des centaines de travailleurs. Les circuits courts ont pris de l'ampleur, réduisant la dépendance à l'importation et favorisant la consommation locale. Les coopératives agricoles, autrefois marginales, sont devenues des acteurs économiques majeurs. Elles génèrent désormais plus de 18% du PIB agricole. Le commerce informel, lui, s'est partiellement régularisé grâce à la fiscalisation douce des échanges ruraux. Par la suite, les citoyens et la cohésion sociale. Dans les campagnes, la fierté retrouvée a remplacé le fatalisme. Le slogan « Nous nourrissons ceux que nous sommes » s'est transformé en devise nationale. Des jeunes, naguère attirés par l'exil, ont préféré retourner travailler la terre. Les écoles rurales intègrent désormais des modules sur la souveraineté alimentaire et la gestion des semences. Les femmes, longtemps tenues à l'écart des politiques agricoles, dirigent aujourd'hui un tiers des coopératives. Ce changement culturel constitue sans doute la plus grande victoire de Traoré. Il a donné un sens collectif à la résilience. En outre, la région et les voisins du Sahel. Au Mali, au Niger et même au Sénégal, des observateurs ont salué le modèle burkinabé comme un laboratoire d'autonomie. Plusieurs gouvernements envisagent d'adapter ces principes en créant des marchés agricoles africains interconnectés. Pour la première fois, l'indépendance alimentaire devient un objectif régional plutôt qu'un slogan isolé. En somme, le pari de Traoré a redéfini la géographie du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Ce qui paraissait d'abord un geste de rupture s'impose aujourd'hui comme une expérience fondatrice. Le Burkina Faso, affaibli par la sécheresse mais renforcé par sa foi en lui-même, incarne désormais la possibilité d'un développement sans dépendance. À mesure que la politique de souveraineté alimentaire s'ancre, 3 trajectoires se dessinent pour le Burkina Faso sous la conduite d'Ibrahim Traoré. La continuité maîtrisée. Dans cette option, le pays poursuit la même ligne, avec une croissance lente mais stable. Les récoltes continuent de progresser, la production locale couvre environ 65% des besoins alimentaires et les investissements se concentrent sur les semences endogènes et la formation agricole. Les partenaires régionaux renforcent leur coopération tandis que l'État maintient un strict contrôle sur les importations. Ce scénario préserve l'indépendance, mais au prix d'un effort constant et d'une vigilance budgétaire permanente. L'horizon africain. Inspiré par le modèle burkinabé, le Mali, le Niger et d'autres pays du Sahel créent une alliance agricole régionale. Les échanges de semences, de savoir-faire et de techniques adaptées se multiplient. Des chercheurs d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Kenya, collaborent pour concevoir une base de données panafricaine sur les sols et les cultures résilientes. Dans cette dynamique, la dépendance à l'aide internationale s'effrite et laisse place à une coopération horizontale. Si ce scénario se réalise, le Burkina Faso deviendrait le catalyseur d'une révolution agricole africaine. Le choc de la réalité. Les sécheresses se multiplient, les ressources financières s'amenuisent et les tensions sociales refont surface. L'État, confronté à la pression des bailleurs de fonds, risque d'assouplir sa ligne souverainiste. Les pénuries et l'inflation fragiliseraient alors la cohésion nationale, rappelant combien le chemin vers l'autonomie est périlleux. Traoré lui-même l'a reconnu. La liberté a un prix, et ce prix se paie chaque saison. Ces 3 horizons ne sont pas des prophéties, mais des points de réflexion. Chacun d'eux souligne une vérité commune. L'indépendance n'est pas un état, c'est un processus. Et dans ce processus, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef d'État que comme un bâtisseur d'idées, celle d'une Afrique capable de se nourrir et de se gouverner elle-même. Au-delà des chiffres et des politiques, la décision d'Ibrahim Traoré touche profondément la population. Dans les villages, elle s'exprime par la fierté d'appartenir à un pays qui ose dire non. Dans les villes, elle nourrit les conversations des marchés, des écoles, des mosquées. Chaque citoyen y trouve un écho différent. Certains y voient un acte de courage, d'autres un pari insensé, mais tous reconnaissent qu'il a redonné du sens à la parole indépendance. Pour les jeunes, le message est clair. La terre n'est plus synonyme d'échec.
les coopératives agricoles deviennent des lieux d'apprentissage et de lien social. Des formations sont organisées dans les lycées pour enseigner la gestion durable des sols, l'agroécologie et la transformation locale. Le travail manuel, longtemps dévalorisé, retrouve une dignité nouvelle. Les femmes, elles, y voient une revanche silencieuse. En accédant à la direction de coopératives, elles gèrent les récoltes, les financent et participent aux décisions communautaires. Ce mouvement social, né d'un refus, devient une leçon de réappropriation collective. À l'étranger, les diasporas burkinabés observent avec une émotion mêlée de fierté. Elles soutiennent financièrement les projets communautaires, convaincues que cette voie, bien que rude, incarne un espoir africain authentique. Le projet Traoré a cessé d'être un programme agricole. C'est devenu un récit d'appartenance. Chaque sac de mil cultivé localement, chaque champ irrigué sans aide étrangère devient un acte de résistance douce. Et dans ce silence tenace, un pays tout entier apprend à redevenir maître de son destin. Pour que la souveraineté alimentaire ne reste pas une utopie, Ibrahim Traoré a posé une feuille de route claire, structurée en 5 étapes. D'abord, il s'agit de replanter la mémoire. Les anciens paysans et chercheurs locaux ont recensé les semences endémiques capables de résister au climat du Sahel. Cette action a conduit à la création d'une banque nationale de semences garantissant un approvisionnement stable et une indépendance génétique vis-à-vis des multinationales. Puis vient l'étape consistant à former avant d'investir. Des centres agricoles ont vu le jour dans tout le pays pour enseigner les pratiques durables, la gestion de l'eau et la rotation des cultures. Cette formation préalable assure que chaque franc investi profite directement aux producteurs. Par la suite, il faut mutualiser les outils. Au lieu d'importer du matériel coûteux, des ateliers communautaires fabriquent et réparent des instruments agricoles adaptés. Ce système circulaire réduit les coûts et favorise l'autonomie technologique. De plus, il convient de redistribuer la valeur. Les impôts collectés auprès des coopératives sont réinvestis dans l'entretien des sols et les infrastructures rurales. Chaque récolte contribue à un cycle vertueux d'enrichissement collectif. Enfin, on s'attache à mesurer et ajuster. Un comité national évalue régulièrement les rendements, les pertes et les progrès sociaux pour adapter la stratégie. Ces données, publiées chaque semestre, garantissent la transparence et renforcent la confiance publique. Ce plan, encore perfectible, constitue une boussole. Il relie l'indépendance alimentaire à la justice sociale. Ibrahim Traoré n'y cherche pas la perfection, mais la persévérance, car la souveraineté ne se décrète pas, elle se cultive. Au crépuscule d'une journée brûlante, Mariam, la paysanne de Koudougou évoquée plus tôt, observe ses champs redevenus fertiles. Autour d'elle, les enfants rient, les femmes ramassent les épis, et l'air porte encore les mots d'Ibrahim Traoré. Nous nourrissons ce que nous sommes. Cette phrase, devenue le cœur battant du Burkina Faso, résume l'esprit d'un peuple qui a choisi la fierté plutôt que la facilité. Dans les villages comme dans les villes, le souvenir du refus des 450 millions de dollars n'est plus perçu comme une privation, mais comme un acte fondateur. Le pays a redécouvert la valeur de son travail, la dignité de sa terre et la force de sa cohésion. Ce retour à soi n'est pas un repli, mais une renaissance. Dans le silence du soir, les semences sèchent sous le vent du Sahel. Elles ne sont pas seulement agricoles, elles portent la mémoire d'un choix collectif. Et chaque graine plantée, chaque récolte partagée, prolonge la promesse d'un avenir forgé par la volonté d'un peuple et la vision d'un homme. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas celle d'un miracle, mais celle d'un sursaut. En refusant 450 millions de dollars d'aide, le pays a rappelé au monde que la dignité n'a pas de prix. Cette révolution tranquille n'a ni crié ni conquis. Elle a semé, dans les champs, dans les écoles, dans les esprits, elle a fait germer l'idée qu'une nation peut se relever sans attendre la permission d'autrui. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si le Burkina Faso survivra à ce choix, mais ce que nous, ailleurs, ferions à sa place. Si demain, l'autonomie signifiait le renoncement au confort, aurions-nous le courage de dire non ? Et si la souveraineté n'était pas un luxe, mais un devoir collectif, le modèle burkinabé ne promet pas la richesse, il promet la cohérence. Et peut-être que dans cette cohérence se trouve la clé d'un futur plus juste.
Car une fois semée, la liberté ne demande qu'à pousser. À chacun, maintenant, d'en cultiver les graines.